Votre attention s'il vous plaît. Le département américain a payé 280 000 visas Oyo Ekozala distribué dans l'an 2022. Yomboto ya mayele profitez au bénéficier de 280 000 visas Yambula Oyo. Pona bandeko Oyo bazana posa ya kotanga na États-Unis toujours na Benlo Beach. Bazako préparé peut qu'on faciliter ba démarche na bino na niveau ya ambassade. Yomotu au beta dévelotrice sans passeport. Makamwe fungwami kende na Benlo Beach. Oye bandenge nini okozwa visa na yo. Ata ba pesa ki yo refus na ambassade. Benlo Beach azali kosunga bino pona kosala recours pona kozwa ba visa na bino na ndenge esengeli. Ovandaka na poto na Belgique na France. Otika bana na Kinshasa. Mwasi azali na Kinshasa. Oza na posa aya na États-Unis. Contactez biso na ba numéro ezali wana na se. Toko sunga yo. Po ete mwasi na yo to bana na yo. Baya na États-Unis. Donc la bienvenue en mon nom et au nom de la CAGE à ce débat citoyen qui porte sur le protocole d'accord conclu entre le gouvernement et le groupe Ventura. Cette matinée de réflexion, disons, ce débat citoyen s'inscrit dans la logique naturelle de notre engagement, de l'engagement de la CAGE pour la promotion de la transparence et surtout qui fait suite à notre forum qui avait été organisé il y a 2 ans, en septembre, sur la performance de la RDC en matière de bonne gouvernance, mais aussi dans le cadre de notre programme Bonne gouvernance et État de droit. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, à CAGE en sigle, nous allons engager un échange citoyen sur un sujet d'intérêt national qui ne cesse, à tort ou à raison, de soulever des vagues dans des états-majors des partis politiques et des organisations de la société civile que nous sommes. Il s'agit en l'occurrence de la récente signature d'un protocole d'accord qui clôt à l'amiable un important et lointain litige opposant l'État congolais et la société Ventura au sujet des actifs miniers et pétroliers. Vous constaterez que pour des besoins de sérénité nécessaires, nous avons estimé nécessaire de convier à cet échange seuls les représentants des organisations de la société civile dont la mission essentielle ne vise nullement la conquête et la conservation du pouvoir d'État qui caractérise les opérateurs politiques, mais aussi les experts des médias que vous êtes et d'autres chercheurs. Ces choix s'expliquent par le fait que, contrairement à certaines idées reçues, les ONG et les médias ne sont pas des ennemis, encore moins des opposants à un quelconque système politique ou social. Ils sont tout simplement des porte-voix des sans-voix. Ils ont par ailleurs la capacité d'être audibles auprès des décideurs et ainsi obtenir d'eux la satisfaction des besoins du plus grand nombre de nos citoyens. Donc, au-delà de nos différences, nous sommes appelés à rester mobilisés et parler d'une voix crédible pour que nos plaidoyers parviennent aux gouvernants. Notre rôle ensemble est essentiellement de nourrir les contrôles citoyens sur la gestion de la chose publique et d'en dénoncer les dérives telles que la corruption, la concussion, le détournement de deniers publics, le blanchiment des capitaux et autres travers contraires à la bonne gouvernance, après avoir réuni, bien entendu, des preuves nécessaires et qui impliquent la compromission de la satisfaction des besoins fondamentaux des citoyens. Par-delà tout, notre mission consiste
d'une part, à lancer des alertes en direction des décideurs sur des agissements contraires aux engagements vis-à-vis de leurs serments, et d'autre part, de relever et encourager ce qu'il y a de positif dans la gouvernance de notre pays. Positif et ambitieux pour l'avenir de notre pays. Pour ce qui concerne spécifiquement les dossiers République démocratique du Congo et Ventora, la CAJ considère que l'accord amiable intervenu entre parties est satisfaisant dans la mesure où l'État congolais, au-delà des contingences inhérentes à tout accord, a réussi à récupérer des actifs miniers et pétroliers donnés pour perdus depuis plusieurs années à la suite d'accords antérieurs délibérément défavorables aux intérêts de la République. En plus, les estimations des spécialistes indiquent que, compte tenu des cours mondiaux du cuivre et du baril de pétrole, les actifs ainsi revenus dans l'escarcelle de l'État congolais lui permettent de miser sur une valeur marchande de plus ou moins importante en termes de dollars américains. En effet, nous savons tous que le cours de l'or est actuellement au plus haut niveau de sa cotation. Au 8 mars, par exemple, de l'année en cours, le kilo d'or est à plus de 59 000 €. Cela représente une hausse de plus ou moins 17% en un mois. Cette évolution est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine, débutée le 24 février de l'année en cours. L'or étant devenu une valeur refuge en temps de crise. C'est en soi une bonne nouvelle pour les affaires des opérateurs miniers, mais aussi du peuple congolais à travers son gouvernement. Dans le même temps, le cours du pétrole a beaucoup plus augmenté que le cours de l'or. Selon Golden Sachs, la gravité de la crise pourrait porter le cours de l'or à 2 500 $ dans les 6 à 12 mois qui viennent. Pour parler particulièrement du pétrole, du Kenya, de l'Angola qui est en train de le réaliser, vous savez déjà, l'Angola a pu réaliser au moins le rapatriement de plus ou moins 3 milliards de $ à la suite de ce processus. Les partis ne sont pas toujours garantis d'obtenir bien de cause parce que chaque parti estime toujours avoir raison et cela va dépendre l'issue de litiges, va dépendre des arguments qui auront été tenus devant les juges. Mais il y a aussi beaucoup d'autres aspects qui font que la justice de l'État, à l'heure actuelle, se consacre plus sur les aspects liés à la souveraineté, notamment le droit pénal, ainsi que le droit administratif, c'est-à-dire des matières qui ne peuvent pas être soumises au règlement amiable des parties. Et donc, lorsque nous rentrons un peu plus loin, nous allons voir que parmi les moyens, les modes alternatifs de règlement de conflit, nous avons notamment l'arbitrage. Et l'arbitrage est issu principalement des négociations qui ont eu entre des personnes du commerce dans les foires. Ça, c'est l'origine ancienne de l'arbitrage parce qu'ils ont trouvé qu'à lieu d'aller perdre le temps, il faut comprendre évidemment que devant les juridictions des États, il y a le respect des délais, des procédures
ainsi que d'autres éléments, alors les hommes de commerce ont préféré avoir une justice parmi leurs pairs. Ils se choisissent des hommes de confiance qui jouent le rôle d'arbitre. Ils s'établissent des délais en lien lesquels leur litige peut être réglé. Ainsi, il y a une justice alternative qui n'est pas et qui ne dépend pas des moyens de l'État. Parce que, vous savez, pour tenir l'appareil judiciaire, il faut un grand budget et il faut aussi un suivi très permanent de la diversité des affaires qui sont confiées aux juges. Et donc, parmi ces moyens, nous citons également la conciliation, la médiation. Mais nous devrions connaître une chose très importante, c'est que pour s'offrir toute cette justice, pour laquelle alternative, il faut aussi disposer de beaucoup de moyens. Ce qui fait que lorsque nous regardons un pays post-conflit comme la RDC, traumatisé par tant d'années de gestion oligarchique, nous nous posons la question de savoir si la RDC dispose des moyens financiers adéquats pour pouvoir tenir tête à des procédures coûteuses en justice, que ce soit devant les juges, les États, que ce soit devant les arbitres, les amiables, les compositeurs et consorts. Qu'est-ce qui est plus avantageux en termes de modes alternatifs de règlement du conflit? Qu'est-ce qui est plus avantageux? Qu'est-ce qui est plus que l'entente amiable des parties? L'entente amiable des parties litigantes. Nous allons pouvoir regarder cette question d'une manière pragmatique. Tout ce que les parties recherchent en allant devant la justice étatique, en allant à l'arbitrage, à la conciliation et consort, c'est juste d'aboutir à un règlement de leur compte. Mais lorsque les deux parties s'asseyent ensemble, se disent, écoutez, nous pouvons régler cette affaire au mieux de nos intérêts, je pense qu'il est la meilleure solution, c'est celle de pouvoir ce soir justement et de faire ça. Pourquoi? Parce que la première des choses, c'est que il faut considérer la nature d'un contrat minier. Lorsqu'il y a des contrats miniers, souvent les opérateurs miniers ou les investisseurs s'établissent des gros morceaux du gâteau en se constituant déjà, notamment, une clause compromissoire, ça veut dire une clause dans le contrat qui permet de pouvoir amener le litige qui pourrait naître de leur relation d'affaires devant les arbitres. Ça, c'est un. De deux, nous regardons aux aspects de fortune de la RDC. Lorsque vous regardez beaucoup des différends qu'il y a eu dans le passé entre les investisseurs et les États, surtout les États du tiers-monde, vous remarquerez que les investisseurs engagent des avocats qui ont une grande expérience en matière d'arbitrage, qui ont au-delà de l'expérience un grand poids dans la justice internationale. Et pour la plupart du temps, l'État se retrouve mal logé. Pourquoi? Parce que l'État a beaucoup de besoins. Besoin d'abord de la police pour assurer la paix sociale. Nous avons le besoin de l'armée pour assurer la protection de l'intégrité territoriale. Nous avons besoin de l'argent pour les aspects sociaux, notamment les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, les maternités, et j'en passe. Alors, l'État doit peser entre les deux pouvoirs dans la balance. Qu'est-ce qui est prioritaire? Ce qui est prioritaire, c'est justement la sauvegarde de l'intérêt de la population. Alors, vous comprenez que devant ces genres de difficultés où le budget est souvent
reçoit souvent l'appui, c'est-à-dire l'appui des financements internationaux, il est très délicat de pouvoir s'engager dans un moyen de justice, dans un combat judiciaire dont on ne pourrait pas très bien l'issue. Nous avons suivi ici, dans l'exposé de maître Georges Kapiamba, il a cité, à titre d'exemple, quelques conflits qui ont opposé notamment la RDC aux États-Unis. Et il vous a dit ici que la RDC a perdu, faute d'avoir organisé une défense adéquate. Lorsque nous entrons dans notre pays, d'abord au niveau de la justice étatique, vous remarquerez qu'il y a toute une litanie et tout un tas d'affaires que l'État perd déjà dans notre pays. Si vous allez au niveau international, c'est la même chose. Alors, tout ça, ça nous permet d'aborder maintenant la question de savoir les avantages et les inconvénients qui sont liés à la signature de ce protocole d'accord. Ayant posé ce panorama, nous pensons qu'il est aisé de comprendre que sous un leadership éclairé du président de la République, nous pensons que le gouvernement de la RDC a fait un bon travail en épargnant d'abord à l'État des dépenses faramineuses en termes de justice, le risque de pouvoir perdre, parce que, rassurez-vous, les investisseurs, entre guillemets, s'arrangent toujours de pouvoir gagner. Quand on dit s'arrange de pouvoir gagner, l'opinion publique a suivi depuis un certain nombre d'années l'existence des contrats léonins. Certes, tout le monde n'a pas eu accès à ces contrats. Et quand on dit léonin, ça veut dire que les avantages les plus importants, pour ne pas dire tous les avantages, reviennent à ceux-là qui apportent l'argent. Et du coup, la signature d'un protocole d'accord par le gouvernement de la République en face de Bantora pour régler le différend se trouve être une œuvre salutaire. Mais nous ne devions pas aussi oublier en fait, c'est que la partie Bantora était déjà affaiblie parce qu'elle était sous les sanctions américaines. Et à cette occasion, nous en appelons justement à la solidarité des États, même si dans le concert des nations, il n'y a que des intérêts. Et vous aurez compris que les dirigeants de Bantora, ayant constaté qu'il n'y avait plus moyen pour eux de faire des transactions commerciales à travers le monde, mais aussi cela conjugué à un leadership éclairé, cela nous a amené à obtenir ce contrat. Avant de terminer, je voudrais aussi appeler votre attention sur un fait. C'est que dans l'idée de pouvoir redonner à la population les moyens de son développement, le gouvernement a initié des projets, notamment les projets pour le financement des 145 territoires de la RDC. Et donc, concomitamment, lancer des procédures ou continuer des procédures aurait été très délicat pour la RDC de pouvoir avancer. Voilà, pour nous, nous pensons qu'il y a des grands avantages à ceci. Parce que, 1, ça épargne les dépenses faramineuses à l'État. 2, ça épargne le temps de règlement de ces différends à l'État. 3, je ne sais pas si quelqu'un ici a accédé au protocole et même au contrat, parce que tous ces contrats sont souvent liés par la confidentialité, pour savoir si la RDC en tant qu'État souverain pouvait invoquer la notion de souveraineté dans ces contrats, dans le règlement de ces différends. Étant donné qu'elle ne pouvait pas justement se prévaloir de tout cela, de ces qualités-là, tous ces moyens-là, nous pensons que le règlement amiable obtenu à travers l'accord, le protocole d'accord signé entre les deux parties, est aux avantages de la RDC. Bien évidemment, nous avons entendu beaucoup de gens
sur la place publique, exiger la publication de ce contrat. Certes, la RDC a adhéré à l'ITIE, c'est vrai, et lorsque nous regardons attentivement à l'ITIE, on dit publier ce que vous produisez, donc ce que vous gagnez à travers les productions de vos ressources minières. Techniquement, publier les revenus des ressources minières et publier un contrat, ça me semble deux aspects qui ne sont pas toujours les mêmes. Et il faut savoir que dans la matrice de l'ITIE, c'était plutôt pour obliger les sociétés qui sont cotées en bourse de pouvoir essayer de veiller aussi aux intérêts de l'État, des États, sur les territoires desquels ils opèrent, de veiller à ce que les revenus qui sont prévus pour les communautés locales, ainsi que les institutions publiques, puissent effectivement revenir à cette institution-là. Mais est-ce que la RDC est une société cotée à la bourse pour être obligée à publier l'accord? Nous pensons que pour répondre à cette question, il faille faire une petite impulsion au niveau international et voir les pays qui ont réglé de cette manière-là des litiges nés entre les gouvernements de ces pays-là et les investisseurs. Est-ce qu'ils ont été publiés? L'exemple patent est celui des États-Unis qui, les années dernières, a eu un règlement amiable avec la société Volkswagen en ce qui concerne les litiges liés aux pots catalytiques. Il en est de même, toujours pour les États-Unis, du règlement sur le contrat qui a eu, sur plutôt les différends qu'il y a eu entre les gouvernements des États-Unis et une banque suisse. Je me réserve de citer son nom. Cette banque qui devait être condamnée a accepté un règlement amiable et payé des montants, des grands montants aux États-Unis. Et donc, nous pensons que la RDC n'est pas le premier pays à pouvoir obtenir un règlement amiable. En définitive, il suffit de pouvoir peser dans la balance. Y a-t-il avantage, oui ou non? S'il y a avantage, nous pensons que nous soutenons effectivement ce protocole d'accord parce qu'il apporte beaucoup d'espoir au peuple congolais. Comme l'exigent les règles du protocole, je commence par me présenter. Maître Jean-Pierre Ndobo Komameso, avocat au barreau de Kinshasa Matete, mais aussi mandataire Amiens. Je commence par remercier l'initiative du débat citoyen, mais aussi je remercie les deux orateurs pour avoir choisi ce moment pour nous faire comprendre qu'il y a eu un arrangement amiable entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe Ventura. Mais je me dis, comment peut-on faire le débat si nous ne connaissons pas les contenus du protocole d'accord? Comment faire le débat? Parce que ce qui pouvait nous permettre de faire le débat, et lorsqu'il y a eu le lancement des invitations, c'est qu'on s'entendait que nous serons au peine fin, article par article, de l'arrangement arabien signé entre les deux parties. Mais je constate malheureusement que cet accord amiable n'est pas disponible. Mais alors, parce que nous n'avons pas vu cet accord, nous saluons à sa juste valeur le principe d'arrangement à l'amiable. Un principe sacro-saint qui voudrait que mieux vaut un arrangement à l'amiable qu'un procès gagné. Mais cependant, je voudrais demander à l'organisateur, à CAGE, de bien vouloir faire un plaidoyer avec cet accord amiable. Dans 5 jours, aujourd'hui nous sommes le 10,
à mon humble avis, dans 5 jours, il y aura la rentrée parlementaire. Cette rentrée parlementaire sera essentiellement budgétaire. Non, ça sera politique. Mais est-ce qu'elle ne peut pas ouvrir une brèche sur les volets budgétaires? Parce que le budget qui avait été présenté en décembre au Parlement s'arrêtait à 10 milliards. Parce que vous avez dit que cet arrangement viable sera versé dans le social. Le social doit être budgétaire. Il faudra que cet accord, qu'on ouvre une brèche au niveau du Parlement pour que cet accord fasse au moins le mieux de ramener ce budget arrêté à 10 milliards à 13 milliards. Et là, je vous demande un plaidoyer supplémentaire. Au moins, ça permettrait à tous ceux qui ont appris l'affaire de ce contrat de dire, mais oui, alors que le budget était arrêté en décembre à 10 milliards, aujourd'hui nous sommes à 13 milliards, c'est que le social va se retrouver. Et ça serait d'ailleurs un avantage du gouvernement pour convaincre ceux qui doutent, ou ceux qui hésitent, ou ceux qui disent que le gouvernement, soit il a été corrompu, ou soit qu'ils ont laissé aller certaines histoires pour signer un contrat, un arrangement amiable bidon. Parce que peut-être vous aurez des questions du genre, pourquoi vous n'êtes pas allé en procès? Pourquoi vous n'êtes pas ceci? Mais les juristes que nous sommes, nous savons qu'un arrangement amiable, c'est la meilleure des solutions, qui vous épargne effectivement des dépenses, du temps et de beaucoup de choses. Maître Richard Ouazi Dakari, avocat au barreau de Kinshasa, mais aussi mandataire à nous. Je suis tellement heureux d'être participant dans ces assises. Et puis, dans le joie de voir certains de mes confrères, experts à nous, participer également à ces assises. Et ma préoccupation est la suivante. Comme tout le monde qui a intervenu depuis que nous avons commencé, commençant par le président de la CAJ et Maître de la je m'en vais me rallier à eux pour dire qu'il y a les grands avantages. Il y a les grands avantages de voir notre pays conclure une convention qui va dans le sens généralement à l'avenir avec une société qui a exploité nos ressources minières pendant plusieurs années. Il y a pratiquement les avantages à tirer là-dessus. Là, je suis d'avis avec les intervenants tout à l'heure. Mes préoccupations sont les suivantes. Tout contrat en droit congolais ressort du consensualisme, c'est-à-dire le parti. C'est ici de pouvoir conclure une convention en âme et conscience. Ils arrivent à la conclusion et la finalité, c'est de voir cette convention être exécutée de toutes les parties en la cause. Voilà pourquoi nous citons l'article 33 du Code civil 3 qui disent que les conventions légalement formées tiennent de loi à ce qui devant en fait et quand on voit que l'exécution est faite de bonne foi. Il y a une convention certes entre l'État congolais et la société Ventura. Dans le sens de voir la société Ventura est située dans le bâtiment de l'État congolais, les avantages qu'il a acquis du fait des contrats miniers conclus légalement avec l'État congolais et de voir de l'autre côté l'État congolais faire bénéficier de ces sites miniers et de ces sites pétroliers largement à sa population. La société Ventura a certes conclu cette convention
Mais depuis la conclusion de la convention, il y a une publication qui est faite, pas du contrat, ou du moins les termes pertinents de ce contrat, mais de sa quintessence. Dit que du fait de ce contrat, l'État congolais récupère les sites concédés à la société Ventura. C'est bien bon. Ça, c'est l'avantage de l'État congolais par rapport au contrat, mais c'est un contrat synalagmatique. Tout contrat synalagmatique produit des obligations comme des avantages à toutes les parties qui concluent le contrat, sur lequel de l'article 33 du Code civil 23, et oblige à toutes les parties de pouvoir l'exécuter les contrats. Il s'est interrogé aussi de l'intérêt ou la nécessité qu'il y avait aujourd'hui de démarrer ou d'organiser ces débats publics citoyens sur un protocole, un accord dont nous ne disposons pas de documents, des corpus, afin de mieux l'analyser et ainsi, en tant qu'expert en la matière, être capable de dégager éventuellement des avantages et des désavantages. Je crois que nous sommes d'accord avec vous sur cet aspect pour dire qu'en l'absence des accords, il est difficile de dégager de manière exhaustive les avantages et les désavantages. Mais vous avez aussi reconnu le principe d'arrangement comme un des principes qui facilite le règlement des différends en ce qui concerne les contentieux que la RDC a enregistrés depuis plusieurs années dans les secteurs miniers, pétroliers et autres. Et vous dites aussi que le principe lui-même, l'accord, est une bonne chose parce que ça lui permet de régler un certain nombre de problèmes. Mais parce que nous sommes des citoyens et que nous avons entendu les représentants du gouvernement, et Ilkaba du président, la ministre de la Justice, ceux qui ont participé aux différents rounds de négociations, qui ont participé à la signature, sans oublier les porte-parole du gouvernement, nous donner ne fût-ce que le contenu, le condensé du accord sur les aspects les plus importants. Nous nous sommes dit qu'il faut quand même prendre au sérieux nos représentants. Parce que n'oublions pas que, selon notre Constitution, l'article 5, nous avons réaffirmé que la souveraineté, elle revient au peuple. Mais que le peuple peut exercer cette souveraineté, soit par les moyens d'élection pour se choisir ses dirigeants, ses représentants, ou par l'exercice de ces derniers dans l'accomplissement des tâches de l'État. Donc, ça veut tout simplement dire que nous voudrons que les Congolais, nous puissions arriver à considérer que ce que les représentants de l'État prennent comme engagement, ils le font au nom et pour le compte du peuple. Et que dans le cadre des communications qu'il doit y avoir entre l'État et le peuple, nous espérons que les représentants de l'État communiquent les choses avec sincérité et dans la transparence. Nous ne pouvons pas hésiter à ne pas les croire, d'autant plus qu'à ce jour, nous disposons d'aucun autre élément pouvant nous permettre de douter de la sincérité ou de l'authenticité de ce qui nous ont communiqué. Donc, nous plaçons dans ces cadres-là en tant que responsables, nous qui encourageons les citoyens à cultiver la culture démocratique, d'état de droit, nous pensons qu'il faut que nous puissions
éloigner ces débats de l'analyse de politiciens. Parce que eux, s'ils l'analysent, surtout s'ils se placent dans la position d'opposants, ils vont, même s'ils ont tous les éléments, ils vont chercher à montrer du noir là où c'est le blanc. Donc, c'est ça l'exercice que nous faisons ici, et je l'ai même mentionné, que nous avons choisi les participants en fonction de cet élément. Bien entendu, demain après demain, si nous avons accès à l'accord, la première chose, vous et nous, ça sera de les vérifier, de les confronter par rapport à ce que les représentants de l'État nous ont communiqué. Et je ne vois pas comment la ministre de la Justice, le ministre de Communication, porte-parole du gouvernement, les Dirkaba, le président, peuvent-ils prendre les risques de nous raconter des mensonges? Je crois que ce sont des hommes d'État. Ils savent que ce qu'ils nous ont dit reste aujourd'hui gravé sur les marbres. Ça reste dans les esprits des Congolais et que nous allons les suivre. Tout cela, c'est pour éviter de tomber dans les pièges des spéculateurs. Hein, des spéculateurs. Vous savez, vous et nous avons un principe, nous disons que l'avocat est cru sur parole. Donc quand on est même devant les tribunaux et que l'avocat expose un moyen pour obtenir, par exemple, une remise en disant que mon client est malade, dépose un document, le juge ne peut pas chercher à mettre en doute l'authenticité. Pourquoi? Parce qu'il considère que l'avocat qui dépose, c'est un monsieur, il est censé ne déposer que des documents faisant foi. Et donc, si nous ne construisons pas progressivement cette culture dans notre pays, nous allons entretenir toujours de la méfiance. Or, la méfiance ne pourra jamais permettre que nous puissions mettre ensemble des programmes pour changer les conditions socio-économiques de nos concitoyens. Donc, la CAJ, nous avons refusé de tomber dans ce piège de douter, de contester, parce qu'il faut contester comme si nous étions des membres de partis politiques qui cherchons à conquérir et exercer le pouvoir. Nous préférons leur laisser, les politiciens, les partis politiques, accomplir leur rôle. Parce que dans leur rôle, on les comprendra bien. Non, il est opposant, c'est tout à fait normal qu'ils puissent dire que c'est noir là où c'est blanc. On peut le comprendre, mais nous, en tant que citoyens sérieux, nous devons dire et diffuser que c'est dont nous pouvons être en mesure de prouver. Si une maman de la cité ou quelqu'un nous pose la question, mais ce que vous soutenez là, vous le fondez sur quoi? Nous dirons la déclaration de la ministre de la Justice, du porte-parole du gouvernement, du Dirkaba, directeur de cabinet, adjoint du chef de l'État. Nous ne pouvons pas imaginer qu'un collaborateur direct du chef de l'État puisse nous débiter des mensonges. Voilà. Et donc, voilà dans quel esprit nous nous sommes insérés. Et puis, comme je l'ai mentionné, la CAJ, nous travaillons depuis la mise en place de notre programme de la bonne gouvernance sur cette question. C'est-à-dire arriver à pousser nos dirigeants à respecter la redevabilité qui suppose que de dire aux citoyens que la vérité est rien que la vérité. En disant, lorsque vous n'êtes pas en mesure de dire la vérité aux citoyens, autant mieux vous taire et pas les dire. Et nous comprenons d'ailleurs pourquoi peut-être le gouvernement ne s'est pas exprimé sur les autres contrats, comme par exemple le SICOMI. En dépit du fait que l'ITI a publié, le gouvernement ne s'est jamais exprimé. On croit savoir qu'il ne veut pas le faire parce qu'il ne veut pas dire des choses qui ne pourront pas être vérifiables. Alors, vous avez terminé par une proposition que je trouve très fondée, de voir comment faire porter les débats au niveau du Parlement, sous quel format. Moi, j'ai pensé immédiatement
à la nécessité pour le gouvernement de préparer un collectif budgétaire. Parce que vous vous inscrivez dans la logique de dire, mais parce que les représentants du gouvernement ont dit, l'État congolais pourra gagner assez rapidement 260 millions de royalties auprès de la société KCC qui devait revenir au groupe Ventor à M. Danguetre. Mais parce qu'il s'agit de nouvelles recettes, cette année, il faut que ça soit inscrit dans les billets et qu'on sache à quelle fin on va les affecter. Donc ça, nous pouvons porter ces plaidoyers-là à la fois auprès du gouvernement pour dire, mais, parce que ce sont des nouvelles recettes, s'il n'y a pas de collectif budgétaire, comment vous allez les employer? Ça va être utilisé comment? Et puis il faut que les citoyens sentent qu'effectivement l'accord a apporté X bénéfices directs sur sa vie. Alors pour les détails par rapport au but, nous en avons parlé, cobalt, or, nous en avons parlé, nous diffuserons après notre texte, vous verrez que devant les débats, nous avons vanté le fait qu'aujourd'hui, le cours du cuivre est arrivé à plus de 10 000 $, 10 854 en début du mois de mars. Ce sont là des situations qui pourront permettre à l'État congolais, une fois que l'accord est mis en application, pour que nous puissions bénéficier. Parce qu'il faut remettre ces actifs miniers et pétroliers en vente dans les commerces pour que l'État gagne. Et je termine par donner une information, ces actifs n'avaient jamais été exploités. Jamais. Nous sommes suffisamment informés. Ils sont restés, il y a eu certes des travaux d'exploration avec des études de faisabilité à ce jour, pour lesquels d'ailleurs, en termes de concession, le gouvernement congolais a consenti de payer les coûts de l'exploration et d'études de faisabilité, parce estimant que ça allait être un enrichissement illicite, c'est-à-dire d'avoir les informations techniques sur les réserves, sur tout ce qu'il y a comme préalable pour l'exploitation, qui vont être donnés aux prochains acquéreurs sans payer les coûts. Donc le gouvernement a concédé de payer ça en contrepartie. Alors, et vous avez soulevé la question de l'explicitation des contrats. Oui, il y en a eu. Nous avions tous à l'époque soutenu ce processus, mais qui n'était pas arrivé à son terme. Mais aujourd'hui, au moins, nous avons des accords qui sont différents parce que les processus de revisitation ne s'étaient jamais conclus sur des protocoles du genre de celui qui est là aujourd'hui. C'était tout simplement une évaluation de ce que l'État pouvait gagner, ce que l'État a perdu, les dispositions du jugé Léonine qui devaient être corrigées. Ça s'est arrêté à ce niveau-là. Mais au moins aujourd'hui, on sent de plus en plus la volonté du côté du gouvernement, du président de la République, de faire aboutir ça à des engagements concrets qui peuvent être exécutés. Vous savez que nous n'en avons pas parlé parce que ce n'est pas la question du jour. Nous suivons tout ce qui se passe à la TFM. Il y a eu aussi le même processus qui a permis, du côté de la GECAMIN, de faire estimer, évaluer les vraies réserves de cuivre et de cobalt de Tengefungurume et qui ont permis aujourd'hui à la GECAMIN, après avoir saisi des cabinets internationaux d'évaluation, d'expertise, à obtenir du tribunal de commerce de Lubumbashi la nomination, la désignation d'un administrateur provisoire. Pourquoi? Parce que ces évaluations ont démontré que les partenaires de la GECAMIN ne donnaient pas des informations fiables par rapport à ce que la GECAMIN devait gagner, c'est-à-dire les $12 sur la tonne de métal, ce qui allait lui rapporter plus de 3 milliards. La GECAMIN les avait estimé au départ comment on va gagner 7 milliards, mais après discussion, selon ce que la direction générale nous a rapporté, ils sont arrivés à plus ou moins 3 milliards. Et donc, ce sont là des efforts qui sont fournis par le gouvernement que nous saluons parce que ça va permettre à ces géants de se relancer
et donner du travail aux Congolais comme par le passé, contribuer comme par le passé au budget de l'État pour le bonheur de tous les Congolais. Enfin, Maître Richard, vous avez considéré qu'il y a un élément que nous n'avons pas abordé, c'est l'éventuelle intention de la société Vantora de faire en sorte que l'application de l'accord puisse ne pas se réaliser. Bon, nous ne voulons pas juger déjà les gens de cette manière, mais nous savons tous que les partis sont censés, quand vous vous engagez dans un accord, vous engagez de bonne foi, vous devez exécuter vos engagements de bonne foi, parce que si vous ne le faites pas, vous vous exposez aussi à des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés par la partie qui s'estimerait être lésée, c'est-à-dire la RDC. Donc, si Vantora n'arrivait pas à s'exécuter, nous ne savons pas pour quelle raison, parce qu'aujourd'hui, comme nous l'avons tous reconnu, Vantora, les patrons du groupe, est sous sanctions américaines qui ont beaucoup pesé aussi dans la balance pour le pousser à faire des concessions. Ils ont fait même un communiqué de presse qui a été publié en ligne, s'engageant à restituer à l'État congolais tous les titres, toutes les licences. Et même on dit tous sur les actifs miniers et pétroliers. Ils vont les restituer à l'État congolais en application du protocole. Mais c'est une victoire énorme. Donc nous les observons. Voilà pourquoi nous disons ce qui est important maintenant qu'on s'engage dans les suivis pour que cela se concrétise, mais chaque partie est censée exécuter de bonne foi. Alors, les obligations de l'État congolais, nous n'en avons pas parlé. Oui, nous savons que l'État congolais a fait des concessions aussi. On ne peut pas y avoir des négociations, des règlements si on ne fait pas des concessions. Notamment le fait d'avoir renoncé à une partie des royalties auprès des KCC. C'est déjà une concession. Le fait de s'être engagé à payer la contre-valeur des travaux d'exploration et qui ont été réalisés sur le bloc. C'est déjà une concession. Le fait d'avoir renoncé à toute autre forme de poursuite à l'égard, à l'endroit du groupe Vantora, c'est déjà des concessions. Et nous considérons que par rapport à ce que l'État congolais et son peuple gagnent, c'est plus important que les concessions qui ont été faites et que ça valait la peine. Je vais plutôt aborder les aspects beaucoup plus techniques en ce qui concerne la rétrocession des activités qui ont été faites dans le groupe Vantora. Parce que, quelque part, nous avons appris qu'en anglais, dans ce protocole d'accord, il parle de relinquishment. Ça veut dire renoncer. Ils ont renoncé à la propriété des permis miniers. Alors, à la question de savoir si à ce stade on peut intégrer déjà au budget actuel les bénéfices dégagés de cette opération, il convient d'abord comprendre la nature actuelle des permis miniers qui ont été renoncés. De savoir si ces actifs sont en exploitation, et qui dit exploitation en domaine minier, comme nous sommes tous mandataires, nous comprenons ce que cela veut dire. Avant même que je prenne la parole, j'ai remarqué que Maître Georges Kabiamba, président de la CAGE, a effleuré déjà cet aspect en disant que ces actifs ne sont pas en exploitation. Et c'est très important. En appui à ce qu'il vient de dire, j'aimerais souligner que les opérations minières d'exploitation ne sont pas des exploitations, en fait, des opérations qui peuvent être menées du jour au lendemain. Et tous savent que la première des choses à faire, c'est de faire des estimations des gisements qui sont sur ces permis-là.
la nature de ces permis. Est-ce que ça concerne les rejets? Est-ce que ce sont des gisements qui sont dans le sous-sol? Tout ça, ça permet de pouvoir faire une estimation. Acquérir, se réapproprier les permis, c'est très bien certes. Et les exploiter, c'est une autre chose. Deuxième aspect, la RDC n'est pas une société d'exploitation minière. La RDC, c'est l'État congolais qui a mise sur son territoire, tant terrestre, aérien et maritime. Mais elle n'est pas un exploitant minier. Et vous comprenez que dans ces conditions, la RDC qui n'a pas de bureau de certification devra d'abord collaborer avec des sociétés qui font ce genre de services. Et ne fût-ce que déjà au niveau de la certification, ça demande une descente sur terrain, des experts, des ingénieurs, des géologues qui vont pouvoir faire des estimations, des captages et toutes opérations nécessaires à l'estimation correcte qui pourrait donner lieu à des études de faisabilité bancale. En sus de cela, il doit y avoir des rapports environnementaux et tous les aspects qui peuvent suivre, ainsi que l'implication du cadastre minier et de la direction des mines, mais aussi la consultation des communautés locales. Alors, tout cela, ça requiert en matière minière un grand investissement. Et cet investissement, il convient de se poser la question si ce jour, la RDC dispose de tous ces moyens-là pour parvenir à cette fin, au fin de pouvoir faire apparaître au budget les bénéfices qui découleront de la rétrocession par le groupe Pandora. Et donc, nous pensons que, certes, s'il y a des royalties qui doivent être payées et que la RDC est bénéficiaire des royalties, quoi de plus naturel, parce que déjà le code minier et le règlement minier déterminent la quantité qui revient à chaque participant, notamment le gouvernement central, les entités décentralisées, dans lesquelles se trouvent les exploitations ainsi que les communautés locales en rapport avec les infrastructures à construire par les miniers, etc. Et donc, lorsque nous parcourons cet aspect, nous pouvons, en tout cas sauf contredit, dire que ces opérations requièrent au moins un temps minimum de 6 mois à une année. D'autant plus que ces actifs ne sont pas à l'exploitation. Et là, nous disons que la participation de ces bénéfices au budget ne peut pas être hypothétique, mais ça demande un minimum de concentration financière de la part du propriétaire de ces permis. Et ces permis sont devenus à ce jour par le gouvernement de la RDC. Pour la plupart, ils ont été rétrocédés aux sociétés qui en étaient titulaires, notamment la GECAMI, qui elle a vocation à détenir des permis miniers, parce que la RDC en soi ne peut pas détenir des permis miniers. Et donc, vous voyez, chers confrères, assistance, il faut un temps pour rendre opérationnel les revenus de ces actifs. En deuxième intervention, j'ai noté que si Maître Georges Laperba a abordé des questions relatives aux 2 blocs pétroliers du Graben-Taverty, il n'a pas plutôt fait allusion à l'estimation des valeurs des gisements en ce qui concerne l'or, le cuivre, le cobalt et consorts. Chère assistance, les mêmes remarques que nous avons faites par rapport à la première question reviennent aussi ici. Et l'estimation des valeurs de la hauteur des gisements, ce n'est pas une question qui est laissée
en tout cas pas à nous juristes. C'est une question que relève les sociétés de certification minière, dont la plupart se œuvrent au Canada, en Australie, mais aussi aux États-Unis, en Grande-Bretagne certes, en Afrique du Sud. Mais selon la réputation et la notoriété, ce sont souvent les Canadiens qui ont une grande expérience dans ce domaine-là. Et donc je pense qu'il faudra en premier lieu que le gouvernement de la République puisse s'assurer de la collaboration de ces maisons de certification pour nous donner la valeur réelle. Encore que c'est une estimation, ce sont des estimations. Parce que, comme vous le savez, il y a des sociétés qui opèrent sur des permis en matière de l'or qui ont commencé avec des estimations à hauteur de 4 millions d'onces et qui ce jour se retrouvent à 18 millions, 20 millions d'onces. Donc vous voyez, ce sera une certification indicative qui demande justement que l'État puisse mettre des moyens non seulement financiers mais aussi humains à la disposition des sociétés qui opèrent dans les secteurs pour faire le suivi des intérêts de l'État. Et donc, je pense que notre contribution ce jour, en tant que technicien sur le droit minier, c'est juste de pouvoir appeler à l'apaisement, la curiosité des gens sur l'apport immédiat des permis ainsi que de tous les actifs qui ont été retrocédés par le groupe Banco. Et donc, de bonne foi, nous devrions comprendre qu'il faut du temps. S'il n'y a pas de temps, on va faire dans la précipitation ou bien dans des estimations individuelles qui n'ont rien à voir avec l'objectivité dans le secteur des mines. Et donc, j'invite la population congolaise à la patience, et simplement, en ce qui concerne l'apport du Parlement comme le confère la vie, le Parlement peut évidemment se saisir de cette question pour pousser le gouvernement à faire de son mieux pour pouvoir avancer dans les opérations, dans la négociation avec des extracteurs sérieux. Cette fois-ci, afin d'obtenir des contrats que l'on appelle win-win. Sinon, on peut buter un terrain que nous pensions être perdant pour aller perdre encore davantage. Et avant de terminer sur cet aspect, je voudrais au moins signaler une chose. Relativement à la publication, il est très difficile ce jour, tant qu'on n'a pas le contenu de ce protocole d'accord, qui évidemment en RDC, c'est un accord simplement, c'est un contrat. Tant qu'on n'a pas le contenu, on peut faire des spéculations. Et au-delà des spéculations, c'est que nous avons une certitude, c'est que ce genre de contenu, de contrat contiennent souvent, sinon toujours, des clauses de confidentialité prévues avec des pénalités, au point qu'une partie qui s'aviserait de pouvoir publier ou de rendre, de mettre à la disposition du public tout le contenu de l'accord risque de se voir traîner en justice et de payer des dommages et intérêts. Et donc la première chose à faire, c'est d'abord de savoir s'il y a une clause de confidentialité, oui ou non. S'il y a une clause de confidentialité, on devra maintenant, le Parlement, par le biais du Parlement, interroger nos responsables congolais sur quelles sont les clauses à publier et qui peuvent porter l'essentiel de l'information au peuple congolais. Quelles sont les clauses qui peuvent jouir de la confidentialité complète? Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on devra regarder tous ces contrats. Et en troisième intervention, le confrère Ndo a pêché le contrat Léonard.
quand j'ai dit péché dans le sens de péché avec l'absent. Hein. Bon, voilà. Il a touché au contrat léonard, quelque part. Mais nous comprenons qu'à ce stade, le travail qui a été fait par le gouvernement, c'est de récupérer les actifs. Il reste maintenant un autre travail, d'une autre dimension, c'est le travail qui doit être fait par les autorités, chacune dans sa compétence, notamment l'inspection générale des finances, pour suivre exactement et obtenir des rapports, des certifications, et regarder avec attention chaque fois qu'il y aura conclusion des contrats par rapport à ces actifs, et se rassurer que les intérêts de la République sont logés à la bonne enseigne. Et donc, vous comprenez que ce n'est pas seulement une affaire du gouvernement, mais de beaucoup d'acteurs au niveau de l'administration publique. La réputation des contrats, certes, elle a eu lieu, mais étant donné qu'on n'avait pas publié les résultats de cette réputation, nous ne pouvons que faire des spéculations. Il y en a certes qui connaissent très bien le contenu, c'est-à-dire les rendus de cette révisitation plutôt. Et quant à nous, nous espérons que cette sorte de révisitation ne puisse pas accoucher d'une souris naine. Mais nous sommes dans l'espoir de dire et d'affirmer qu'étant déjà donné que les deux parties ont fait des conférences de presse pour le groupe Ventura et un compte rendu de la part du gouvernement, nous pouvons leur accorder la bonne foi. Parce que les deux parties l'ont fait concomitamment. Chacun de son côté, certes, mais elles l'ont fait. Ce qui fait que si on peut lire entre les lignes, vous comprendrez que le groupe Ventura a souffert des sanctions américaines et actuellement avec le leadership éclairé de son Excellence Monsieur le Président de la République, la conjonction et la combinaison de tous ces éléments ont donné lieu à la répossession des actifs miniers. Maintenant, ce qui reste, c'est d'identifier ces actifs, savoir s'ils sont en exploitation ou non, savoir s'il existe des rapports environnementaux, savoir s'il existe des études de faisabilité bancables, et l'État n'est pas coopérateur minier, comme nous avons dit. Revenons maintenant à la question et aux inquiétudes soulevées par le confrère Richard Ouazimazi. Je pense que Maître Georges Kabiamba, président de la CAGE, a suffisamment éclairé la lanterne de l'assistante sur cet aspect en revenant aux obligations des partis, et c'est que cela appelle en droit congolais, lui-même ayant déjà cité l'article 33 du Code civil congolais livre 3, nous attendons à ce que chaque parti puisse accomplir et exécuter son obligation de bonne foi. Mais quant à savoir quelles sont les obligations, Maître Georges aussi l'a dit, nous ne pouvons pas deviner les obligations. À ce jour, nous savons qu'on a rendu les actifs, mais les détails des obligations de parti ne pourront que deviner en ce qu'il ne peut y avoir un accord amiable sans concession des partis. Avec le temps, nous saurons sans doute quelles sont les concessions faites par le gouvernement de la RDC. Je ne vais pas intervenir parce que bon, je n'ai pas lu l'accord, mais de principe, je pense que le gouvernement a fait un bon travail, de principe. Maintenant, pour Ok. Je disais, c'est M. Ernest Parao, je suis de la Lipopo, la Lipopo de lutte contre la corruption. Je ne voulais pas intervenir étant donné que je n'ai pas encore lu l'accord. Mais en principe, de principe, je pense que nous pouvons saluer cet accord, étant donné que nous avons des actifs qui sont là, qui ne sont pas exploités,
qui donnent alors qu'on a besoin d'argent. On a besoin de financer la gratuité de l'enseignement. On a besoin de réhabiliter les routes. On a besoin de payer des salaires décents aux militaires, aux policiers, aux services de sécurité. On fait quoi? Je pense qu'en négociant, le gouvernement a opté une bonne stratégie. Maintenant, le problème qui reste, comme le ministre l'a dit, nous devons surveiller maintenant l'applicabilité de l'accord. Est-ce que l'argent qui sera mobilisé pourra être utilisé pour financer tous ces programmes, tous ces projets? C'est ça le contrôle citoyen que nous devons maintenant mettre. Quant à la corruption des membres du gouvernement, je ne peux pas m'y prononcer étant donné que je n'ai pas d'évidence, je n'ai pas de preuves. Nous devons éviter à dire des choses sans preuve. Lorsqu'on parle de quelque chose, on doit prouver parce que s'il y a une plainte contre vous, vous risquez d'aller à Makana. C'est pour cela que, personnellement, je pense que le gouvernement a opté une bonne stratégie en négociant, au lieu de laisser tous ces actifs qui vaut plusieurs milliards de dollars, de laisser quelque part s'endormir alors que le pays a besoin d'argent. C'est ce que je veux dire. Merci. Mademoiselle d'univers pour télévision, Dan Jetler est sous embargo américain. Il lui est reproché d'avoir signé des contrats miniers et pétroliers opaques et entachés de corruption. La République démocratique du Congo, en négociant avec ces derniers, ne s'oppose pas aux sanctions. C'est la première question. Et la seconde question, c'est de savoir, dans cette affaire de Karim Minier, plusieurs personnalités de l'ancien régime sont citées comme ayant participé au bradage des minerais congolais. Quel serait leur sort? Merci beaucoup. Tenir ces débats citoyens sur le protocole d'accord entre l'État congolais et les groupes internationaux. Mais avec la signature de cet accord, est-ce qu'on peut considérer que le président de la République, Tshisekedi, vient de donner un contenu substantiel à l'état de droit? Et est-ce qu'il répond aussi à la société civile qu'il avait sensibilisée lors de son dernier passage dans la province du Lualaba pour bien comprendre les retombées de l'exploitation minérale? Merci beaucoup pour la question qui me paraît pertinente. Est-ce que la RDC est en cours de sanctions pour avoir négocié avec, on a cité le nom de responsable de Ventura. Je pense que nous ne devrions pas aller dans trop de théories. Nous devrions être pragmatiques. Quel était le but des sanctions américaines? C'était justement que le peuple congolais rentre en possession de son dû, qui était spolié quelque part par des contrats qui n'étaient pas avantageux en ce qui concerne ses intérêts. Et aujourd'hui, le gouvernement américain nous a aidé à aider la RDC en établissant des sanctions contre Ventura et ses dirigeants. Alors, comment peut-on comprendre que, par un petit exemple, vous allez en justice réclamer la rétrocession de votre sac qu'on a volé, et la personne que vous poursuivez vient vous rendre votre sac à la maison? Vous dites non, nous devons carrément aller terminer cette affaire en justice. C'est quand même un peu incongru. Et donc nous disons, est-ce qu'il y a une disparité entre le but des sanctions qui avait été établi par les États-Unis et la démarche de la RDC? Ça doit être ça la question à laquelle la réponse est tout à fait simple. C'est que le but visé par les sanctions était de permettre au gouvernement congolais de pouvoir mettre la main sur ses actifs. Et nous avons souligné et surtout salué ces sanctions en disant que ces sanctions ont été très efficaces par rapport à Ventura, qui s'est réalisé qu'il ne pouvait pas faire des transactions au niveau international en dollars. Et comme vous savez actuellement, c'est le dollar qui est la monnaie, en tout cas de la plupart des transactions internationales. Du coup, ça devenait intenable pour Ventura et ses dirigeants
de pouvoir continuer à faire un bras de fer contre le département d'État américain. De l'autre côté, nous avons appelé à saluer le leadership éclairé. En tout cas, permettez-nous de voir ça parce que depuis que nous sommes au Congo, nous n'avons pas vu ça. Et si cela apparaît être profitable, bénéfique à notre pays, nous devrions saluer ce leadership. Alors, la combinaison de ces deux éléments a amené Ventura à se décider à rendre les permis parce qu'il gardait les actifs et il ne pouvait pas les exploiter. D'un côté, nous ne savons pas si Ventura est un opérateur minier international reconnu et coté à la bourse. Ce que nous avions entendu parler dans le passé, c'est que pour la plupart du temps, ce sont des sociétés offshore qui acquièrent les actifs pour les revendre, qui font de la spéculation. Et donc, du coup, si la RDC elle-même se réattribue ses actifs miniers, elle cherche des partenaires fiables, grâce notamment aux sanctions américaines. Nous ne voyons pas comment le gouvernement de la RDC irait contre les sanctions. Parce que si nous rentrons dans la profondeur, les sanctions ont prévu des sanctions contre les personnes qui pourraient faciliter à Ventura de dépasser les transactions et gagner de l'argent par rapport au permis de la RDC. Or, ici, le gouvernement n'est pas allé dans le sens de payer Ventura. Non. Ventura est venu rendre les permis et les actifs, tous les actifs de la RDC, et nous saluons cela, qui hypothéquerait, par exemple, les intérêts de l'État dans ce genre de collaboration. Nous pensons que déjà, à notre niveau, nous avons un code pénal qui est parmi les mieux outillés du monde, parmi les mieux outillés. Le seul souci, c'est de voir le respect de la loi dans ce pays. Et par rapport à cet aspect, nous en appelons effectivement à la clairvoyance des mandataires. Et ces mandataires devraient être choisis par le biais du concours. Malheureusement, à ce stade, à ce jour, il est rarement fait des concours pour la sélection des mandataires. Il faut que l'État soit servi par les meilleurs lauréats. C'est très important. Certes, nous sommes en démocratie, mais la démocratie ne devrait pas être un objet piégé vis-à-vis de la RDC, pour ne pas parler de l'Afrique. Les mandataires clairvoyance devraient être ceux-là qui démontrent de l'expertise suffisante, mais aussi du civisme et de la morale pour servir les intérêts de la République. Et quand on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle, nous avions, dans notre intervention antérieure, nous avions dit que ici se trouve toute la place de l'inspection générale des finances. Non seulement elle, il y a aussi des inspecteurs des mines. Il y a aussi le rôle de la direction des mines. Donc il y a beaucoup d'institutions dans l'administration publique qui pourraient permettre, si on observe la loi, permettre de pouvoir s'assurer que la RDC et au-delà la population congolaise puisse bénéficier correctement de ses actifs. Mais nous devrions aussi saluer cette inquiétude de maître Moïse Omar en ce qui concerne justement l'arsenal juridique de ce jour. Certes, le droit doit rencontrer les faits, mais ailleurs, les faits créent le droit. Ce sont les faits qui créent le droit. On ne peut pas avoir un arsenal juridique qui ne solutionne pas les problèmes de la société et se coucher sur ses lauriers pour dire bon, nous avons un très bon code pénal. Non. Nous devrions plutôt repenser certaines dispositions de nos lois pour permettre justement à ce que les mandataires publics puissent être sévèrement sanctionnés. Sévèrement sanctionnés. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, nous nous rendons compte, et c'est le cas de le dire ici, nous avons salué certes
la signature de ce protocole d'accord, mais nous devons aussi reconnaître qu'à ce jour, le plus grand défi auquel fait face la RDC, c'est son économie. Et lorsqu'il y a des mandataires qui ne respectent pas les règles dans le sens de gestion et surtout de protection des intérêts de l'État, on ne devrait pas les sanctionner simplement à la même hauteur de 20 ans. On pourrait créer d'autres sanctions en sus de celles-là. Par exemple, la confiscation générale. Ça dissuaderait totalement la personne qui est mandataire. Non seulement la confiscation générale en rapport avec la personne, et permettez-moi de faire une petite incursion en droit pénal, nous savons que les infractions sont individuelles, mais lorsque une personne vit dans une société où il a son épouse, ses enfants, qui savent très bien les revenus du mari qui est mandataire, mais qui voit le chef de la famille faire des dépenses de loin excessives par rapport à ses revenus, et qui ne dénonce pas, elles devraient aussi, ces personnes, être sanctionnées. Et ça, c'est le fait qui appelle le droit. Parce que le droit, nous avons hérité du système romano-germanique, et nous n'avons pas regardé à nos problèmes qui sont récurrents. Et ces problèmes appellent effectivement à une autre pensée, à une autre façon de voir les choses, parce que ce que nous avons hérité trouve des solutions pour ces pays-là. Mais comme ça ne trouve pas des solutions pour notre pays, nous devons repenser. C'est là où je rejoins justement la position du confrère, afin que les gens qui touchent aux deniers publics, qui hypothèquent les intérêts de l'État, puissent être hautement sanctionnés. Et vous comprenez que ce que nous suggérons ici, si les gens qui sont dans l'entourage et qui en ont profité savent que le moment où on met la main sur le chef de famille, tout se coule. Ils vont l'aider, ils vont le conscientiser. Et il pourra raisonner 2 fois avant de pouvoir poser ces gens-là. Nous pensons que nous avons, tant soit peu, rencontré la préoccupation du confrère. Et nous revenons maintenant sur l'aspect de la révisitation des contrats. Nous devons porter à la connaissance de l'assistance que, en 2018, la RDC a révisité d'abord le code minier et le règlement minier. La comparaison entre les dispositions du code et du règlement qui ont été modifiées et amendées nous démontre que déjà le Parlement a veillé à la protection des intérêts de l'État. Dans le sens où, là où les royalties étaient prévues à un seuil totalement ridicule, et ce pour 10 ans, parce que à l'avènement du code minier 2002 et du règlement minier, le code contenait des dispositions transitoires disant qu'il ne peut pas être remanié, reformé pendant 10 ans. Et aujourd'hui, on a révisité ce code. Il suffit de commencer par lire le code pour comprendre que déjà si on applique les dispositions qui sont dans le code, on pourra se retrouver un peu conforté. Mais certes, il y a encore du travail à faire. Parce que dans d'autres pays limitrophes à la RDC, tels que l'Angola, l'exploitation minière, pétrolière ne peut se faire qu'avec une participation de 51% de l'État. Donc, revenir à la question, celle de savoir les personnalités politiques qui avaient participé à ces gabegies, revient simplement à dire que la justice doit faire son travail. Elle doit faire son travail. Et nous avons constaté que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, a eu à nommer certaines personnes à des très hautes fonctions de la magistrature, justement pour redynamiser la justice et l'amener à sanctionner de manière exemplaire ce genre de crimes, parce qu'on ne parle pas d'infraction. Là, ce sont des crimes carrément. Remettre en cause l'autonomie et la souveraineté d'un gouvernement, d'un pays, c'est le pousser à la disparition. Et
Et donc, nous pensons qu'il est temps de pouvoir revenir sur cette chose-là. Certes, nous avons constaté lorsque l'actuel régime est passé au pouvoir, il a dit qu'il n'allait pas fouiller dans le passé pour pouvoir faire tout ce travail-là. Mais si, pour le moment, les gens sont habitués à ce genre de pratiques et qu'ils continuent, nous pensons que cela amènerait justement à pouvoir se questionner sur le passé et le passif qu'ils ont laissé auprès de l'État. Et donc, madame, nous vous rejoignons pour dire que l'opacité qui avait élu domicile dans l'ancienne réquisition, par exemple, devrait être éradiquée. Ce n'est pas le confrère Georges Kabiamba qui milite pour une grande partie de sa vie à l'effet de voir l'édification de l'état de justice, de l'état de droit plutôt, dans ce pays, qui me contradierait. Parce que nous avons vu l'inefficacité de l'actuel arsenal juridique. S'il est inefficace, le travail qui devait être fait de mieux, en tout cas aux intérêts de la population, au Parlement, c'est de pouvoir modifier la loi dans le sens que ces crimes-là, non seulement sont punis sévèrement, mais ne sont pas prescriptibles. Ne sont pas prescriptibles. Pourquoi la RDC n'est-elle pas allée dans une sorte de récupération de tout ce qu'il y a comme droit au réactif? Je voudrais rappeler que nous sommes un état de droit. Donc, dans un état de droit, les engagements entre l'État et les autres personnes physiques et morales, quelle que soit la période où ceux-ci ont été signés, lorsqu'on considère que ces engagements n'ont pas nui aux intérêts de l'État, même s'il y a des changements de dirigeants, il faut savoir les respecter. Ça, c'est le 1 de 2. Les droits des personnes, quand vous prenez la Constitution interdit à ce qu'on puisse déposséder quelqu'un de ses biens si ce n'est suivant la procédure prévue par les lois de la République. Donc, il ne faut pas penser qu'on peut se réveiller un de ces 4 matins, agir comme vers les années 70, où le régime de cette époque avait nationalisé, zarianisé tous les biens des expatriés qui s'étaient installés dans notre pays. Vous connaissez les conséquences de ces gâchis. On avait ravi les biens des expatriés, des fermes, des immeubles et tout. Ces contentieux nous ont poursuivis jusqu'à ce que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Les générations, après ceux qui ont commis ces dégâts, continuent à payer les souffrances de ce comportement de nos anciens dirigeants qui n'avaient pas pensé respecter la procédure légale. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui prôner l'état de droit et penser que l'État peut se réveiller ces 4 matins et dire société X, vous avez acquis des actifs miniers, pétroliers sans respecter la procédure et je vous ravis. Non, pas du tout. Cela ne peut se faire que par 2 modalités au procédé. Soit que vous allez en justice, vous gagnez la justice, vous reconnaissez le droit de récupérer, vous exécutez les jugements, ou soit vous négociez, vous obtenez ça par la voie des négociations, ce que le gouvernement vient de faire avec le groupe Ventura. Donc il ne faut pas imaginer qu'on puisse pousser le gouvernement à agir un peu en gangster, sinon ça sera dangereux pour les droits des autres, surtout l'état de droit. Madame, vous avez dit ce qu'il ne s'agirait pas? Non, personne ne connaît les contrats. Je crois que nous sommes revenus sur ça plusieurs fois pour dire que il y a des modalités par lesquelles le gouvernement communique avec son peuple. Ne cherchons pas à inventer d'autres. Soit que le gouvernement peut, par son porte-parole, faire une déclaration pour dire dans le cadre de tel dossier, tel projet, voilà les engagements que le gouvernement a pris, voilà ce que le gouvernement a pris. Et les citoyens doivent considérer ça comme une communication. C'est la redevabilité. On vous rend compte. Et le gouvernement l'a fait.
Mais nous allons attendre quoi encore pour en savoir le contenu, parce que le gouvernement a communiqué un contenu dont il juge ne pas être placé sous le sceau de la confidentialité dans le cadre de son contrat. Ils ont donné tout ce que l'État congolais récupère, ils ont indiqué les engagements ou les concessions du gouvernement, et puis ils ont dit aussi que la mise en œuvre va se poursuivre après les discussions que l'État congolais va avoir avec l'État américain, étant donné que ce sont les sanctions américaines qui ont davantage pesé et qu'il faut, dans ce cadre-là, coopérer pour que le tout se fasse correctement. Donc, en le faisant, nous accomplissons, en cherchant à diffuser, à partager, nous voudrons que les citoyens soient au courant. Nous accomplissons notre devoir citoyen, d'abord d'informer, vous les médias, vous devez informer les citoyens sur ces éléments, c'est une obligation en démocratie, et vous devez aussi vous former parce que ça vous permet de vous outiller en termes de connaissances sur cette question, au lieu de continuer à se laisser nourrir par les informations des réseaux sociaux où on raconte n'importe quoi. Et puis enfin, je termine par dire, attirer notre attention pour savoir qu'un bon citoyen, un patriote, c'est celui qui doit aller chercher l'information auprès des sources. Et puis lorsque vous évoquez un fait, pour qu'on vous prenne comme un responsable, il faut donner une référence objective et officielle. Ici, nous au moins, nous savons dire que l'État congolais a récupéré les titres et licences sur les actifs miniers pétroliers, parce que le gouvernement l'a dit. Et les groupes qui s'en étaient déjà appropriés l'a confirmé. Nous ne pouvons pas chercher l'information auprès d'autres sources. Ce sont des sources fiables, indiquées des plus concernés. Mais si quelqu'un d'autre donne une information contraire, sans pour autant indiquer le contenu d'un document opposable aux deux parties, nous, en tant que des gens qui ont été à l'université, qui ont étudié, qui sont au moins aiguisés sur le sens de la critique, nous devons nous méfier pour dire, mais vous tirez ça d'où? Avez-vous eu accès au contenu qui dirait le contraire de ce que les représentants de l'État et les représentants du groupe Ventura ont communiqué, oui ou non? Si vous avez ça, à ce moment-là, vous pouvez le dire. Mais si on n'en a pas, on doit, en tant que responsable, s'abstenir de faire, d'alléguer des faits dont on ne saura pas bon, sauf si on veut se lancer dans une entreprise de spéculateurs, tant mieux, mais vous savez, les spéculateurs, ce sont des marchands d'illusions, des marchands ou les vendeurs du vent. Est-ce que vous allez suivre des gens pareils ou vous allez suivre les responsables? Nous avons fait venir Maître Benoît pour qu'il nous entretienne, qu'il nous édifie, de par son expérience en la matière. Il nous a donné des éléments qui vont nous permettre d'aiguiser, de construire nos propres arguments. Mais nous et la société civile et les médias, nous restons mobilisés. En attendant, bien sûr, comme il a dit d'ailleurs, il a suggéré, je crois, avec la suite de la question, Maître Dobo, lui a dit, nous pouvons demander au gouvernement, en concertation avec le Parlement, bien sûr avec notre parti, de publier déjà les dispositions du protocole qui ne seraient pas, de par leur nature, soumis au sceau de la confidentialité. Vous voyez déjà, il y a de l'inspiration. Donc, c'est de cette manière-là, je crois qu'en tant que citoyens, nous pouvons contribuer au débat, contribuer à la connaissance et ainsi permettre à tous les Congolais d'être suffisamment informés sur des faits vérifiables et surtout techniquement défendables. Qu'est-ce que le groupe Ventura a eu au retour? Alors, je voudrais vous dire que, peut-être que vous n'avez pas suivi, nous avons rappelé que le 20, c'était vous. Hein? Vous avez sauté ma question. Non, la vôtre, je peux répondre.
du 20 au 23 septembre 2020, nous avons organisé un grand forum pour faire réfléchir les Congolais, venant de provinces et d'ici, de plusieurs milieux, des politiques, des chercheurs, des miniers, des banquiers, pour savoir comment arriver à permettre à la RDC de réaliser des performances dans ces projets. On avait passé en revue toutes les causes, corruption et tous les autres. Finalement, on a dit, mais parce qu'il y a un contentieux qui nous suit, c'est-à-dire l'ensemble des problèmes créés par le non-respect des lois dans les secteurs miniers, secteurs pétroliers et tous les autres. Qu'est-ce qui doit être fait pour régler ces problèmes? Parce qu'il ne faut pas que l'État continue à être les perdants. Nous avons, tout le monde était unanime, et même les représentants du gouvernement pour dire nous devons privilégier la négociation, la transaction et à terme l'amnistie fiscale comme les autres États africains l'ont expérimenté. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que nous sommes un État post-conflit, la RDC, et nous avons encore une grande partie de notre territoire qui est sous l'instabilité, des actes de terrorisme. Et l'État peine à réunir les moyens pour faire face à tout cela. Et donc, nous ne pouvons pas encourager l'État à ouvrir d'autres fronts au niveau interne contre les opérateurs économiques, les opérateurs miniers ou pétroliers. Mais à la même occasion, même les miniers, les pétroliers, tous les autres qui étaient là, nous avons convenu avec la société civile qu'en contrepartie de ce que l'État va faire, négocier au lieu de les traîner en justice, ils doivent faire des concessions, de deux s'engager à respecter les lois de la République pour toutes les activités à venir. Nous considérons pour nous que aujourd'hui, le groupe Ventora, les responsables du groupe Ventora, demain après-demain, pourront, s'ils veulent se livrer aux opérations dans notre pays, aux activités, ils feront très très attention à la façon dont ils vont conduire leurs opérations pour éviter que cela ne puisse les rattraper. Donc il faut faire engager tous les acteurs dans la bonne gouvernance, respect notamment des lois de notre pays. Et pour nous, c'est une très bonne chose, parce que vous ne pouvez pas, comme quelqu'un l'a dit ici, vouloir résoudre les problèmes de la République. La gratuité, l'entretien de notre armée, de la police, de l'administration, créer des conditions socio-économiques viables pour les citoyens, l'eau et l'électricité, tout cela demande beaucoup d'argent. Il faut des milliards. Mais entre-temps, vous allez encourager votre gouvernement à aller faire des dépenses dans des procédures judiciaires et arbitraires. Parce qu'il faut aller faire condamner X, Y société à des moments dont vous êtes totalement incertain, parce que le procès peut commencer aujourd'hui, prendre 5, 10 ans, 20 ans après. Mais qu'est-ce que la République va gagner dans l'immédiat? Les populations qui sont à Manono aujourd'hui n'attendent pas 5, 10 ans pour revoir au moins les milliers de Manono qui offraient une vie meilleure à l'époque quand les colonisateurs étaient là avec Zaïre, avec Congo éteint. Mais Manono était une cité, pratiquement une petite ville. Est-ce que vous savez que Manono, toute la cité, était asphaltée? Ils avaient les courants, l'eau et l'électricité, tout. Les gens vivaient normalement, les gens avaient de l'emploi. Aujourd'hui, sur ces mines-là de lithium et coltan, vous savez qu'il y a encore des dossiers différents. L'État congolais est opposé à une société MMS. Ils sont en arbitrage devant le tribunal de Paris. MMS demande 180 millions à la société communière. Si on les doit, on lui alloue, demain après-demain, on va exécuter sur les biens de l'État congolais parce que c'est une entité de l'État. Il y a d'autres sociétés comme ça. Qu'est-ce que nous pouvons, en tant que compatriotes, nous pouvons proposer à notre gouvernement pour éviter ce cycle de condamnation, c'est-à-dire d'enlisement?
Et ce n'est pas bon de dire à notre gouvernement, négocier avec ces gens. Vous prenez les engagements, comme ça vous pouvez commencer progressivement à régler ces litiges. Comme ça vous avez le temps de vous concentrer sur ce qui est urgent pour la survie de la nation et de la population. C'est ça l'attitude d'un patriote. À moins si on veut que le pays continue à s'embourber dans des violences, dans l'incapacité de donner de l'eau et de l'électricité, à ce moment-là, on peut dire continuons 10 ans, 20 ans, 30 ans, et on sacrifie entre-temps des générations qui sont là, des jeunes qui terminent, qui ne peuvent pas avoir accès au travail. Personne ne peut avoir accès aux soins médicaux. Pourquoi? Parce qu'on est incapable de réhabiliter Maman Emo. Comment on peut trouver l'argent pour réhabiliter vite Maman Emo, permettre aux policiers, aux militaires de se faire soigner, aux mamans de Mogali de se faire soigner quand ils sont malades? Voilà les urgences. Donc inscrivons-nous dans cette logique. Si nous aimons notre pays, ne poussons pas notre gouvernement à s'engager dans des confrontations judiciaires. Ça ne rapporte pas. On vous a dit, maître a dit ici, même nous, la CAJ, nous l'avons dit, nous avons fait le monitoring des différentes affaires dans lesquelles l'État congolais a été engagé. Déjà, même au niveau national, l'État ne fait que perdre. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas de moyens pour payer les avocats, payer les cabinets. Mais s'il ne sait pas payer au pays, vous voulez qu'ils aillent payer à l'étranger comment? À New York, aujourd'hui, nos compatriotes ne savent pas accéder à leur compte. Pourquoi? Parce que l'État était incapable de payer les cabinets. Ça coûte cher. Ce n'est pas moins de 100 000 $. Quand vous prenez ce genre de cabinet, c'est des millions, maître ajoute d'ailleurs, c'est des millions. Donc, je crois que les Congolais, nous devons savoir choisir ce qui est utile pour nous. C'est vrai que nous savons qu'il y a des gens qui veulent qu'on continue à s'enliser dans des tiraillements, comme nous sommes habitués. Nous perdons le temps. Entre-temps, quand c'est un voisin qui progresse, nous commençons à dire, ah voilà, les autres, eux, progressent. Les autres ont compris que ne nous plongeons pas dans des querelles inutiles. Occupons-nous de ce qui est urgent, les autres là, réglons de notre manière. Alors, le contenu n'est pas réglé. Nous devons nous en tenir à ce que les représentants de l'État ont déjà divulgué. Ne cherchons pas autre chose. Nous vivons dans une société de suspicion, je comprends, mais nous avons celui-là, c'est l'unique que nous avons comme gouvernement, chers journalistes. Mais vous voulez que ce soit qui donne, ne fût-ce que les résumés du contenu pour que vous puissiez les croire? Si ce n'est pas votre gouvernement, le gouvernement a dit, nous avons dit, notons ça. Prenons le gouvernement au mot, faisons le suivi. Les jours où le contenu sera officiellement publié, nous allons comparer. Qu'est-ce que nous perdons? Rien. Au lieu de rester sceptiques jusqu'à, je ne sais pas, à l'infini. Entre-temps, n'oublions pas que nous décourageons certains de nos compatriotes qui n'ont pas eu de sommeil. Moi, j'ai parlé avec 2 qui ont participé au round. Ils commençaient des discussions, maître Benoît, et les autres sont habitués à ce genre de discussions, ils peuvent les mandataires, amis. Mais vous voulez dire, vous pouvez commencer jusqu'aux petites heures du matin. Vous marquez une pause, vous reprenez là. Ce sont des négociations rudes. Et ce sont des gens, ils se sont sacrifiés, même si on leur a payé les frais d'émission. Et donc, nous devons saluer, encourager ces compatriotes pour le travail fait en attendant les jours où nous aurons les contenus lui-même, mais nous avons déjà un contenu par le propre. Madame Dodo, vous dites, mais vous saluez un accord qui n'est pas connu, et puis qui n'est pas justifié. Mais il doit être justifié comment? Ceux qui doivent justifier les contenus, ce sont les parties prenantes. Les parties prenantes ont fait des communications pour donner des contenus, que ce soit l'État congolais ou le groupe Ventura, nous les prenons au mot.
sauf si vous pensez qu'il faut être à leur place. Vous savez, dans aucune société démocratique, tout le monde peut avoir accès à tout. Jamais. Il y a des choses qui peuvent être protégées pour les besoins de la sécurité nationale, pour les besoins de l'ordre public, pour protéger tout le monde, on divulgue ce qui est essentiel. Bancable. Ça, c'était le premier aspect. Deuxième aspect, le gouvernement de la RDC n'est pas un opérateur minier. Et donc, du coup, la récupération de ces actifs devra appeler maintenant une conscientisation au niveau des membres du gouvernement afin de faire un appel d'offres, normalement. C'est un peu technique parce qu'au niveau de l'appel d'offres, on dit pour les gisements qui sont certifiés par la RDC, donc on peut passer à l'appel d'offres. Alors, le fait qu'on ait remis ça dans le patrimoine de la RDC, cela pourra permettre de faire un appel d'offres. Et dans l'appel d'offres, il faut compter que le plus méritant puisse gagner. Et ce faisant, nous pourrons alors compter sur des rentrées significatives dans l'avenir, en ce que si des opérateurs miniers sérieux viennent dans notre pays, investissent commodément, il s'ensuit le développement pour les communautés rurales qui habitent dans le coin, il s'ensuit le développement des enclavements des territoires, des provinces, ainsi que de revenus substantiels pour le gouvernement au niveau central. Et donc vous comprenez que tout ça c'est très important, mais ça prend quand même un certain nombre d'étapes.